vais me présenter en 2 secondes, mais j'aurais besoin de savoir quelle est la proportion un peu de type d'étudiants. Des étudiants en médecine, pharmacie ou équivalent. D'accord. Des juristes. D'accord. Des ingénieurs. Ok. Des économistes, commerce, trucs comme ça. Ouais, donc c'est vachement varié. Dès qu'ils sont déjà dans une profession, peut-être. D'accord. J'en ai oublié d'autres. Les sciences humaines. D'accord. L'histoire, oui. J'ai un fils prof d'histoire, je vais le faire. Voilà. D'accord. Bon, donc, j'ai de la variété devant moi. Alors, j'étais gêné en entendant l'introduction parce que parler aussi de la vie de foi et de mes patients, 99,9% de mes patients n'étant pas chrétiens, ou du moins se disant pas chrétiens, ça va m'être difficile de vous partager de ce côté-là. J'en ai quelques-uns quand même. Alors, la première chose qui m'est venue, alors oui, présentation rapide, je suis donc chirurgien dans la colonne vertébrale, ça fait 30 et quelques années, marié, père de famille, marié depuis 37 ans, 6 ans, voilà, 4 enfants, 6 petits-enfants, et diacre permanent du diocèse de Bordeaux depuis presque 8 ans, et membre de la communauté du Chemin Neuf, qui est donc sur les paroisses Saint-Pierre, Sainte-Croix et Saint-Michel, communauté catholique à vocation œcuménique et avec une base ignatienne. Donc, voilà. Des frères, comme vous m'avez présenté, des frères. La première chose qui m'est venue en pensant à vous, c'était de remarquer qu'on est dans une médecine qui devient de plus en plus technicienne, même technicisante, c'est-à-dire qu'on ne verrait plus que l'aspect technique d'un problème, et qu'en fait, si on le relie à la liberté, ça coupe justement la liberté. On tente, ou on nous impose, ou on nous formate pour penser comme comme un algorithme finalement. Tac, je te fais ça, paf, ça donne ça, je fais ça, je prélève ça, ça donne ça, tac, paf, et voilà. Un petit peu comme vous aviez un moment une pub pour les parcours alpha qui s'appelait Le Mur, hein, sur la musique de The Wall, où on fout en briques et on vous ressort tranquillement pour que tout le monde soit pareil et que toute pathologie, tout diagnostic aboutisse automatiquement au traitement que l'ordinateur a prévu pour donner tel résultat, et voilà. Et ça, forcément, ça enlève toute liberté et donc toute responsabilité. Je crois que, comme partout, liberté et responsabilité vont de pair, mais que ce soit pour le médecin ou pour le malade, que ce soit dans le soin ou vis-à-vis de la maladie elle-même, à partir du moment où on perd la liberté, on perd la responsabilité, et si on ne veut pas assumer sa responsabilité, on est très content de perdre toute liberté. Et ça m'a frappé, je n'avais absolument pas pensé à ça au démarrage, et puis en creusant un peu pour vous, je me suis rendu compte que c'était un élément, je crois, crucial. Alors, je vais donner quelques mots sur la liberté du médecin, parce que nous aussi, nous subissons ce formatage qu'on essaye d'expliquer aux patients, mais nous le subissons sur le plan financier. Le trou de la Sécu fait suffisamment les gorges chaudes pour qu'on y pense. Bergonier, 4 millions de déficits pour construire les blocs opératoires qui sont prévus, donc forcément on va leur demander de travailler plus, d'économiser surtout. Honnêtement, il y a aussi une pression financière, je dirais, autonome, en particulier sur la médecine libérale, où quand on commence à faire de l'argent avec son métier, inexorablement on a tendance à en faire plus, et quand on en fait plus, on en fait encore un peu plus,
et on va finir par certainement perdre sa liberté quand on rentre dans ce système. Donc là, il y a une méfiance personnelle interne à avoir. Autre zone où la liberté est limitée, c'est le pouvoir juridique. Et ça, chers futurs médecins, vous allez en baver. Dimanche dernier est mort dans le service un patient de 89 ans, truffé de métastases. Lundi matin, l'interne de garde était convoqué chez les flics pour 3 heures. Virgule, sa fille était avocate. Désolé pour les juristes, il fallait que ça sorte. Mais c'est important de vous en rendre compte que nous, maintenant, nous incluons de plus en plus les complications potentielles de tout traitement et qu'en guise de choix éclairé du patient, quand vous lui faites signer la feuille de ce à quoi il s'expose, il perd en fait une certaine liberté. Parce que ce qu'on lui dit est inaudible, incompréhensible, inacceptable, mais il faut qu'il signe. Donc sa liberté dans cette affaire, le pouvoir juridique, à mon avis, ne nous aide pas à améliorer la relation. Et puis il y a la pression, troisième type de pression, la pression du patient. Il y avait un médecin qui a relevé toutes les phrases cocasses de ses patients. Et dans l'interview, on lui dit, mais quelle est la phrase la plus cocasse? Il dit, celle que je préfère, c'est tous les médecins sont des cons, c'est pour ça que je viens vous voir. Et celle-là, je l'ai entendue. Je l'ai entendue à la radio, mais on entend exactement la même chose. Vous savez, j'ai vu que des médecins, c'est des imbéciles, ils ne savent pas ce que j'ai, donc je viens vous voir. Et merci, ça va en faire un de plus sur votre petite liste. Donc, une pression de résultats nécessaires. Il n'est pas normal. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que, jusqu'à maintenant, tout le monde est mort, il n'y en a qu'un qui est revenu, mais les autres sont tous morts. Donc, cette pression-là est très insidieuse parce qu'elle se fait sur un ton un peu câlin. Voilà. Vous qui êtes si bon, docteur, ça vous rappelle le corbeau et le renard, et vlaf, on vous balance, donc je vais aller bien. Et donc, si je ne vais pas bien, c'est de votre faute. Et on a derrière un petit côté judiciaire qui apparaît. Et puis aussi une pression sur l'immédiateté. Alors on nous fait des gorges chaudes de l'ambulatoire, et en gros c'est un peu speedy. Je vous pose ma bagnole, je passerai la chercher quand elle sera prête. Docteur, je vous pose mon corps, mais vous savez, j'ai une profession très importante, n'est-ce pas, bien sûr, donc il faut que ce soit réparé après-demain, parce qu'après, vous ne vous rendez pas compte, c'est ma vie. Donc une espèce de pression de résultats rapides, parfaits, mieux qu'avant. Ça, c'est nos pressions que nous subissons, nous. Mais je crois que c'est important qu'on les ait quand même un petit peu en tête pour voir comment va se jouer la liberté, parce qu'à un moment ou un autre, dans le soin, ça va être une confrontation de deux libertés, de deux responsabilités. Donc, savoir que nous, voilà ce qu'on subit. Côté liberté du patient, je vais séparer les choses en deux parties. D'une part, une liberté sur le soin. Je parlais tout à l'heure des lois de bioéthique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là, sur lesquelles, à mon avis, moins on réfléchit, plus on a d'avis. Et plus on réfléchit, plus ça devient compliqué. Alors, une bonne solution, c'est de réfléchir dans l'absolu. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. À mon avis, quand on a les deux pieds dedans et les mains dans le cambouis, la réponse est plus difficile. Et pour moi, c'est une question de discernement personnel avec des repères, mais je crains beaucoup les dictates, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Il ne faut jamais ou il faut toujours. Pour ce qui est de la bioéthique, il me semble que c'est immensément plus compliqué. Et ça me rappelle le cardinal Marty, qui était archevêque de Paris dans les années 70, quelque chose comme ça, qui disait « J'ai fait de très belles homélies sur la souffrance et sur la mort ». Et au moment où il était à la fin de sa vie, il disait à ses prêtres « N'en faites plus jamais, on dit tellement de bêtises ». Parce qu'une fois qu'on est dedans,
la réflexion sur la mort et sur la souffrance n'est pas la même quand soi-même on souffre et qu'on sait qu'on va mourir. Donc sur la bioéthique, vous voyez cet aspect-là qui me semble important d'être très prudent. Mais dans le soin, ce qui va être important pour le patient, à mon avis, c'est la liberté de se positionner. Pas de jugement de valeur sur sa position, mais de se positionner pour être acteur du soin. Plus il est acteur, plus le traitement sera efficace et plus il sera content. Plus il sera déchargé de sa responsabilité, plus il sera râleur et moins il ira bien. C'est un peu une équation, ça. Et ça me semble assez constant quand on voit quelqu'un qui décide par exemple, un programme d'amaigrissement pour préparer une chirurgie. Si la personne comprend que sa vie est en jeu, réalise pourquoi est-ce qu'il a tel ou tel type d'attitude et comment il va y remédier, il va maigrir facilement, il aura un excellent résultat post-opératoire, à tous les coups. Hormis pépin, mais ça c'est notre fait. Mais pour le même résultat technique, le résultat clinique sera complètement différent quand le patient se positionne vers la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. S'il choisit la vie, il aura la vie. Même avec tous les inconvénients, les limitations liées à son état physique, mais il aura la vie. Alors que s'il est dans une attitude mortifère, même si tout va bien théoriquement, il aura un résultat très moyen, voire mauvais. Et ça, je le constate, je dirais presque de plus en plus. On a besoin du patient pour qu'il guérisse. Et c'est pas facile, parce que l'ambiance est à je paye ma sécu depuis tant d'années, donc j'ai le droit à. Et dès que j'ai le droit à, c'est qu'on ne s'implique plus. C'est un dû, comme si nous, on était capable de remettre parfaitement à neuf quelqu'un qui a déjà 70 ans et qui vous explique « mais je suis jeune dans ma tête ». Ça, c'est gentil, mais la mécanique, elle est usée, donc nous, on peut faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Tant qu'on n'accepte pas de vieillir, on vieillit mal. Donc c'est ce positionnement d'accepter la réalité et de choisir de vivre avec sa réalité qui va faire la qualité du résultat dans le soin. Et c'est vrai aussi dans l'efficacité des thérapeutiques lourdes d'un type cancéro. On sait très bien que les effets secondaires, par exemple des traitements de type chimiothérapie, ne seront absolument pas les mêmes si c'est quelqu'un qui a décidé de se battre et de vivre avec, ou si c'est quelqu'un qui jette l'éponge. Voilà. Il y a des gens qui arrivent, ils ont les effets secondaires avant même d'avoir eu la drogue. C'est bien que quelque part, ce n'est pas la drogue, mais c'est leur état de fait. Et ça, c'est très important, d'arriver à accompagner le patient pour lui donner envie de vivre. J'ai vu tout à l'heure, cet après-midi en consultation, un mec de 35 ans, il vient d'être papa. Et en plus, ça a été très compliqué pour finir par être papa, donc il réussit à être papa. Il fume plus du paquet par jour à 35 ans. Si je le perds, il va me faire toutes les complications de la terre parce que l'eau, c'est de mauvaise qualité, ça s'infecte, rien ne va. Mais ça ne le défrise pas, moi, de me demander un bon résultat. Je dis, mais vous êtes en train de vous flinguer. Vous avez réussi à être papa et vous vous flinguez devant moi. Et moi, je ne devrais rien dire. Alors là, je veux dire que l'ambiance dans le bureau de consultation était chaude. Et puis après, on a commencé à discuter et on est arrivé un peu à son histoire de vie. Et c'est là où je veux en venir parce que c'est là où je crois que c'est le plus important. Si on a besoin du patient dans l'aspect thérapeutique de la situation, il en a surtout besoin dans la gestion de sa maladie et dans la prévention vers une vie saine. Mens sana in corpore sano, c'est à peu près ça. Si on est bien dans sa tête, on va le dire comme ça un peu c'est un peu court comme raisonnement, mais on va quand même beaucoup mieux. Et du coup, moi je me suis intéressé par ça, par un côté un peu curieux. On est un centre de référence dans la chirurgie du rachis sur la région, c'est clair.
Et on voit donc des gens, soit qui ont vu toute une bande de médecins complètement nuls qui ne comprenaient rien, ceux dont je vous parlais au début, et dont je fais partie assez régulièrement, et puis des qui ont été opérés de quelque chose qui était tout à fait objectif, logique, traitement correctement fait, rien de louche, on dira, et qui ont un résultat nul, qui en général d'ailleurs vous disent « j'ai mal depuis que j'ai été opéré ». Là, je me permets de leur faire remarquer que probablement c'est eux qui sont allés voir le chirurgien et non pas le chirurgien qui est allé les chercher, et que donc peut-être qu'ils ont mal malgré l'intervention, mais pas seulement depuis, sinon on ne les aurait pas opérés. Mais ça, c'est déjà, quand le patient vous dit ça à l'arrivée, vous pouvez vous dire il y a un coup, c'est sûr que ça ne va pas. Et donc je me suis intéressé à essayer de comprendre ce qui se passait chez ces patients où rien n'explique. Ou bien ceux qui viennent tous les 2 ans, par exemple, avec la même douleur, qui n'est pas expliquée vraiment, et puis ça se tasse, et puis ils reviennent 2 ans plus tard, encore avec la même douleur, et encore des examens normaux, et pof, je te répète le coup tous les 2 ans. Pourquoi ça arrive tous les mois de juin, ça, ou tous les 2 mois de juin? L'explication, dans le cas auquel je pense, c'est une femme dont le père était militaire, qui a déménagé tous les 2 ans. À l'adolescence, elle a perdu toutes ses copines, elle ne l'a pas digéré. Et bien, elle a réépousé un militaire qui déménage tous les 2 ans. Et en attendant la nouvelle affectation de son mari, elle fait une lombalgie, parce que les déménagements, elle n'en peut plus. Elle n'a toujours pas digéré le déménagement de son adolescence. Et donc, elle a une règle parfaitement normale, sauf qu'elle a mal. Et elle a vraiment mal. Attention, elle a vraiment mal. Mais c'est pas en l'opérant qu'on va l'aider, celle-là. Et heureusement qu'elle n'avait pas d'image un peu pathologique, parce que quelqu'un aurait été capable, gentiment, à force d'avoir la pression du patient pour être réparé tout de suite, d'être opéré et d'avoir un échec total, puisque c'est pas ça la cause. Donc c'est à force d'entendre des histoires comme ça, un peu curieuses, où j'ai fini par me demander qu'est-ce que le corps voulait exprimer. Parce que c'est quand même bizarre. De même pour les maladies auto-immunes. C'est quand même des maladies de l'autodestruction. Quand on réfléchit à pourquoi vous vous autodétruisez, ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé derrière. De même pour les gens qui ont 10 pathologies. Il n'y a pas assez de cases à cocher pour remplir tout ce qu'ils ont eu comme pathologie alors qu'ils ont 40 ans. Pas normal, ça. Il y a un truc. Alors parfois, il y a une pathologie grave X ou Y, mais en général, c'est une association de petits problèmes qui leur bousillent la vie. Qu'est-ce que le score essaye de nous dire? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut comprendre en essayant d'écouter tourner le cœur de l'homme. Un peu comme les vieux garagistes qui entendent la bagnole tourner et vous disent « tac, c'est ça ». Et là, on se dit « comment il fait ?» C'est là où nous passons de la science médicale à laquelle je crois assez peu, à vrai dire, au côté passionnant qui est justement on travaille pour des humains, pour des gens qui ont une histoire, et une histoire qui est souvent lourde. Et j'avais été très frappé par un article dans un journal médical qui étudiait le temps de parole chez le médecin. Temps entre la fin de la question et le début de la question suivante. Allez, je vous le donne en 1000. 15 secondes. Bon, encore de la chance, ce n'était pas des chirurgiens. Parce que là, les chirurgiens, le dos tourné en train de regarder la radio, ça doit faire 4 secondes 30. Comment voulez-vous exprimer la réalité de votre vie en 15 secondes? Rien. Alors heureusement, il y a d'autres lieux de parole, pas vrai. On est dans un monde de soi-disant communication, où les cafés du commerce de proximité ont disparu, où le petit commerçant qui vous voit arriver tous les jours avec la même liste
que vous connaissez bien, quand la liste change et qu'au lieu de beefsteak, vous n'en prenez plus qu'un, il peut vous poser la question pourquoi, puis vous dites c'est que mon mari est mort, ou que mes enfants sont plus là, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, vous passez au supermarché, personne ne vous parle. Donc les gens qui ont peu de lieux de parole en ont beaucoup moins qu'avant. Et ce n'est pas Face de bouc qui va nous changer la vie. Donc cette disparition des lieux de parole a finalement fait augmenter les pathologies du corps, parce que les pathologies du corps sont enfin un moyen de s'exprimer. Et de manière assez amusante, si vous écoutez les expressions de la vie quotidienne qui utilisent des mots du corps pour dire toute autre chose, ça vous parle des pathologies qu'on rencontre. Quand deux personnes se grincent des dents, c'est-à-dire qu'elles se bouffent le nez, c'est-à-dire qu'elles sont mal dans leur peau, c'est-à-dire que, vous voyez, ça vous rend malade. Il en a fait une jaunisse, il a pris les jambes à son cou, il s'est fait faire un enfant dans le dos, on les a renvoyés dos à dos, et ça continue. Toutes ces expressions-là montrent bien que le bon sens populaire a compris que le corps parlait. Ce qui est difficile pour nous, c'est que autant c'est accepté par les gens quand ils disent ça dans la psychologie, ça marche. Alors la psychologie, ils ont raison. Ils doivent se faire un beurre monstre. Mais quand c'est un médecin qui le dit, ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Simplement parce que justement, on voulait être débarrassé de tous nos problèmes en vous jetant en vrac l'IRM, le scanner et votre histoire personnelle. Faites ça vous-même. Et nous, on dit, mais moi, je peux rien. On est obligé de renvoyer les gens à leur propre implication dans leur vie. Alors, au moment où j'ai commencé à travailler la question, on m'a dit, oh, ça, c'est des histoires de... t'as 40 ans, t'en as marre d'opérer, puis c'est franco-français, tes histoires. C'est que des expressions françaises que tu nous sors. Alors là, le problème, c'est que je voyageais un peu à l'époque, et donc j'ai récupéré dans le monde entier les mêmes expressions, en anglais, bien sûr, en espagnol, en italien, en russe. Là, je les ai eues au mois de juin, en russe. Je les ai en chinois, je les ai en arabe. Il me manque l'indien pour que j'ai fait à peu près le tour du monde des langages, qui montrent exactement les mêmes expressions. Donc, ce n'est pas un problème franco-français. Alors après, je me suis intéressé de plus loin à ce qu'il y avait derrière. Et j'ai commencé à travailler avec des neurobiologistes de la douleur en particulier, pour comprendre. Parce que si ce que je pensais était vrai, peut-être que quelqu'un avait une confirmation. Alors en fait, quand on y pense, je ne sais pas lesquels d'entre vous ont dîné, tout le monde a mangé à peu près. Je suis sûr que si on vous fait passer un gâteau au chocolat maintenant, vous salivez tous, alors que vous n'en avez pas besoin. Si, un petit peu besoin, bon. Mais bon, on va tous saliver quand même. Eh bien, Pavlov, c'est ça. Sauf que si je salive tout le temps, je vais finir par me faire un trou dans l'estomac. Parce que mon suc gastrique va me bouffer l'estomac. Mais endorphine et sport, c'est la même chose. Si je suis addict au sport, je vais me sécréter des endorphines à telle dose que le sevrage va être compliqué. Sexualité et adrénaline, je ne vous fais pas de dessin non plus. Tout ce que nous avons comme activité un peu addictive sécrète chez nous tout ce qu'il faut comme substance pour nous faire plaisir. Mais toutes ces substances-là ont bien sûr des effets secondaires. Et chez IBM, ils avaient au siège mis en place une cellule spécialisée dans les accidents cardiaques au moment où ils notaient les cadres supérieurs. Tellement les mecs étaient stressés et tellement ils avaient d'infarctus sur place. On aurait pu voir les choses différemment et traiter les cadres supérieurs moins bêtement. Non, on a commencé par essayer de traiter les infarctus. Mais ça vous montre dans quel monde de barjots on est arrivé. Alors ça, c'est des expériences un peu basiques. Il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites, par exemple, sur les IRM fonctionnels. C'est-à-dire qu'on peut maintenant tester dans une IRM
la fonction du cerveau. Quelle est la zone du cerveau qui fonctionne? Et on sait quelle est la zone douloureuse, la zone du langage, la zone du calcul, etc. Vous mettez quelqu'un dans une IRM et vous lui faites un petit choc électrique à la cheville. Il est consentant, rassurez-vous. Et hop, la zone douloureuse s'allume dans la tête. Vous demandez au conjoint de lui tenir la main, la zone ne s'allume pas. Ça va bien se passer, mon chéri, t'inquiète pas. Mais là, c'est plus des histoires de mentales, ça commence à se vérifier techniquement. Et les infirmières le savent parfaitement, où la personne sonne dès qu'elles ont fermé la porte. Alors que quand elle papotait tranquillement avec lui, le patient ne se plaignait pas de la douleur. Mais là, il ne se plaint plus de la douleur, en fait, il se plaint de l'isolement. Et dès qu'elle ouvre la porte, elle n'a plus mal. Elle referme la porte, ça peut durer longtemps. Mais c'est un grand classique. Alors, je me suis intéressé à essayer de comprendre un peu plus loin, parce que ça, c'est des expériences un peu externes. Discuter avec un copain, un neurobiologiste de la douleur, qui travaillait sur les phénomènes chez le rat. Un rat, quand vous le mettez dans une cage, il se met sur les deux pattes arrière pour s'alimenter à l'arrivée de la nourriture. Vous lui faites une plaie sous une patte, le rat, il continue à bouffer, donc il se met sur la patte contralatérale, et puis il continue à manger. Et puis quand il cicatrise, il se rappuie sur la patte. Jusque-là, c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Vous allumez la lumière brutalement dans la cage, alors qu'il est cicatrisé, il se remet sur la patte saine et il plie la patte qui a été blessée. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si, pendant suffisamment longtemps, vous le stressez avec cette lumière un peu en flash, même quand vous arrêtez la lumière, il reste sur une patte. Docteur, vous m'avez opéré l'année dernière, ça a été merveilleux, oh merci. Alors là, il faut se méfier quand ils font trop de compliments au début, c'est que ça va très mal se terminer. Donc, c'était génial, j'ai plus mal. Et vous voyez, là, en ce moment, il y a un machin qui commence à me reprendre, et vraiment, vous savez, mais c'est terrible, hein, voilà, c'est terrible. Mais c'est devenu progressivement. La question pour moi sur le plan technique, c'est est-ce qu'il y a un problème technique? Évidemment. Et évidemment, je ne peux commencer à poser des questions idiotes qu'une fois que j'ai vérifié que sur le plan technique, c'est clean. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie là? Mon père est mort, mon mari m'a quitté, ce que vous voulez. Et c'est ça la réalité. Et le patient, il a vraiment mal. Hein. Attention, à aucun moment, n'imaginez que je pense que le malade n'a pas mal. Il a vraiment mal. Mais c'est une interférence de causes qui font qu'il a mal à cet endroit-là, parce que, évidemment, l'endroit qu'on a réparé reste pas normal, donc ça va rester un point faible. Alors on dit c'est de l'observation chez le rat, tout ça, c'est pas très scientifique ton truc. T'inquiète, on va faire de la science. On peut, par l'injection de molécules chez ce rat, inhiber cette réaction et démonter le mécanisme chimique et des récepteurs à endorphines qui font que ce rat a cette hypersensibilité-là. Alors on peut repasser chez l'humain. Il y a une étude absolument extraordinaire qui a été faite sur l'ablation des vésicules biliaires, un geste très classique. Et ils ont fait 2 groupes dans cette étude, opérés par le même chirurgien, même groupe en termes de sexe, âge, poids, tout ça, toutes les comorbidités étaient exactement les mêmes dans les 2 groupes. La seule chose qui différencie les groupes, c'est un groupe dont la fenêtre de chambre regarde sur le mur d'en face, un groupe dont la fenêtre de chambre regarde sur le parc de l'hôpital. À sa santé. Eh bien, le groupe qui regarde vers les arbres reste moins longtemps à l'hôpital, utilise moins d'antalgiques, a moins de complications, y compris infectieuses. On voit bien donc que notre tête est au-dessus de nos épaules. C'est plutôt une bonne nouvelle pour chacun, pourvu qu'elle y reste. Alors, ça laisse penser que finalement, nous avons une vraie responsabilité
dans les pathologies qui nous tombent dessus. On dit, c'est pas juste, ce pauvre gars, voilà, vous avez vu ce qui lui arrive et tout. C'est vrai. Mais si on regarde, alors c'est jamais vrai, attention, hein, aucun 100%, aucun 0% dans ce que je vous dis, on est des mélanges de tout ça. Et pour faire tel ou tel type de maladie, il faudra bien avoir tel gène, c'est évident. On peut pas, voilà. De même que dans l'ulcère gastrique, si on n'a pas le germe qui vous bouffe l'estomac, on ne le fait pas. Mais combien de gens ont ce germe qui ne font pas d'ulcère gastrique? Donc, pourquoi est-ce que celui-là le fait, pas celui-là? C'est bizarre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que ça appelle, et c'est très difficile pour un médecin d'arriver à faire ce chemin-là à un patient. Mais c'est absolument passionnant. Ça nous amène, et je mets nous parce que nous sommes chacun d'entre vous et moi-même concernés par ce schéma-là, ça nous appelle à relire nos événements de vie. Et peut-être ça peut être une zone blessante pour les uns ou les autres, parce que en abordant ce sujet-là, je vais vous amener peut-être à vous poser des questions personnelles sur des blessures anciennes, et je vous demande pardon, je ne m'excuse pas, mais je vous demande pardon pour les douleurs que ça pourrait réveiller chez les uns ou chez les autres, parce que je sais que ça peut être violent. Mais si on veut regarder nos vies de manière à peu près honnête, on s'aperçoit qu'il y a dans nos vies des événements qui nous poussent à tomber et des événements qui nous aident à tenir. Les événements qui nous poussent à tomber, c'est bien sûr les blessures de l'enfance. On aurait bien voulu une fille, t'es le 4e garçon, quel dommage. Je me mets tout de suite dans le panier, ça c'était moi. Peut-être pour ça que je me suis intéressé à la question, j'admets. Mais quand même, ça ne vous aide pas à pousser droit. On le comprend. Ça peut être les séparations des parents, ça peut être un milieu un peu brutal, ça peut être de manière plus insidieuse des parents, une zone dans un milieu pauvre où les parents bossent tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants ne manquent de rien et ils rentrent tellement épuisés qu'ils n'ont pas le temps de faire un bisou. On ne va pas en vouloir aux parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tout donné. Mais le gamin, lui, il n'a pas eu son bisou. Et ce qui va lui manquer toute sa vie, c'est ce foutu bisou qu'il aurait voulu. Et les parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Derrière, il y a tout ce qui est les échecs scolaires, les moqueries, le petit gros. Ça peut être les violences, et évidemment, les violences sexuelles en premier. Ça peut être les décès, un parent qui meurt, la grand-mère référence qui meurt. Ça peut être tous ces événements de la vie qui, tout au long de notre vie, parce que là, je vous les ai situés plutôt au niveau de l'enfance, parce qu'évidemment, c'est la zone la plus malléable et la plus dangereuse. Mais on retrouve ça tout au long de sa vie. Ça peut être aussi des avortements, ça peut être tout ce que vous voulez. Tout événement dont on pense, dont on perçoit qu'il est violence, même si au fond, à une analyse plus cartésienne, c'est pas si violent que ça, tout événement de ce type-là va vous plonger à tomber. D'un autre côté, il y a une espèce de force de vie dans l'homme qui m'impressionne, parce que quand on entend ces histoires-là en consultation, honnêtement, il y a des fois, je ne sais plus où me mettre. J'ai entendu un jour, je ne suis qu'un résidu de fausse couche. C'est une femme qui m'a dit ça. Je ne vois pas comment elle a pu se construire. Eh bien, elle s'est construite. Elle est arrivée, elle est infirmière, et elle a réussi sa vie. Mais il faut une sacrée force interne. Souvent, pour tenir devant des trucs pareils,
on va se faire des béquilles. Alors, je pense qu'une des béquilles les plus banales, c'est le sport. Mon mec qui fumait tout à l'heure, il m'a dit, mais si je pouvais courir 10 km par jour, je fumerais moins. Parce qu'il faut qu'il évacue, donc il faut qu'il évacue. 10 km par jour, ça fait du temps perdu, quand même. Enfin bon. Donc le sport, la reconnaissance professionnelle. J'ai un job très important, je ne peux... Un jour, c'est un notaire qui m'avait dit ça. Mais docteur, vous ne vous rendez pas compte, je travaille 15 heures par jour, y compris le week-end. D'ailleurs, moi, j'aurais été sa femme, je me serais barré, quoi. Je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas barrée, d'ailleurs, à la fin, parce que je peux la comprendre. Mais enfin, quand on en est à ce degré d'addiction-là, et en grattant un peu avec lui, en fait, il était notaire parce que son père lui avait imposé d'être notaire. Donc, il faisait exactement le job qu'il ne voulait pas faire, mais il le faisait comme un fou pour justifier l'amour de son père, la reconnaissance nécessaire. Donc la réussite professionnelle, la réussite amoureuse, c'est évident, ça nous aide réellement, bien sûr. Et puis, malgré tout, ces béquilles s'usent. La pression qui nous fait tomber est tellement forte que ça se casse la gueule. Alors on va monter en créneau, on va monter en puissance, on va monter en argent, on va être président de la République. Eh oui, rappelez-vous quand même que si Sarkozy avait eu plus de bisous de son père, il n'aurait peut-être pas été président de la République, mais il aurait peut-être été, s'il avait dû l'être, un peu plus calme. Il l'a dit que son histoire peut... Il l'a dit, donc c'est pas... Voilà. Mais enfin, il a aussi dit que si on n'avait pas une Rolex à 50 ans, on avait loupé sa vie. C'est quand même assez catastrophique. J'ai rien contre Sarko plus que contre les autres, n'y voyez pas de... Mais enfin, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que c'est quand même inquiétant. Et ça, c'est vrai que quand les gens ont une grosse voiture, une fois qu'ils ont eu une deuxième grosse voiture, plus une maison avec une piscine, plus une plus grosse maison avec plus de piscine, il y a un moment où on voit bien que ce système ne peut que se casser la gueule. Et qu'il y a un moment où la remise en question personnelle va être terrible quand on va prendre conscience de ça. Et une manière d'exister, c'est la maladie. Parce que si je suis malade, qui va me quitter? Ça va être plus compliqué à faire. Je te tiens par la barbichette, ma chérie. Je suis malade, tu ne peux pas partir. Les enfants vont être obligés de venir nous voir. Ils ne sont pas venus depuis 10 ans, mais si on leur téléphone que maman a un cancer, peut-être des chances qui viennent. C'est un peu curieux ce que je vous dis. Et le problème, c'est que c'est ce que j'entends, moi, tous les jours. Ma consultation d'hier, j'ai vu 10 patients, il n'y en avait pas un opéré. Pas un. Tous des histoires équivalentes à ce que je viens de vous dire. Donc ce n'est pas un épiphénomène dans une consultation. Surtout que c'est pour arriver jusqu'à nous, il faut quand même qu'ils aient filtré un rhumato, un médecin traitant. Ils ne sont pas venus d'emblée, quoi. Donc c'est quand même un truc qui est bien plus important que ce que l'on peut penser. Et moi, ça me frappe au moment des enterrements. Par ma position de diacre, je suis amené à voir soit des patients que j'ai suivis et qui me demandent de les accompagner jusqu'au bout, soit des familles, soit d'autres. Et très souvent, ce qui me frappe, c'est tout ce qui a été non dit, tout ce qui a été souffrance cachée, tout ce qui a été blessure, parfois inconnue du conjoint également, et tout ce gâchis de vie lié à ça. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire pour ces patients-là, c'est de leur dire que bien sûr, et je l'ai dit ce matin à une femme parce que je pense qu'elle a subi des choses qu'on ne devrait pas subir, mais je lui ai dit, il y a peut-être des choses que avec lesquelles vous ne pouvez pas faire la paix. J'évite, dans un premier temps, de parler de pardon, parce que d'abord, je ne sais pas ce qu'il y a forcément, et que dire à quelqu'un qui a été violé qu'il faut qu'elle pardonne, à mon avis, elle aura raison de me foutre ça en poing dans la gueule. Donc, ça ne peut pas commencer comme ça. Mais, et puis que c'est un côté catho ou chrétien que ma population habituelle de patients peut ne pas comprendre. Mais je les invite à essayer de faire la paix.
jamais c'est un petit peu prudent ou pas suffisamment clair, mais je pense que c'est déjà bien. Si jamais ils arrivent à entendre ça, c'est déjà pas mal. Faire la paix, et je leur dis, pour faire la paix, il faut que vous compreniez votre blessure, que vous arriviez à l'exprimer, et qu'ensuite, vous essayez de changer de regard sur le blessant. Et moi, je crois que si on regarde l'Évangile, il y a tellement de regards relevant du Christ, qui relèvent dans ce sens-là, que si on peut déjà aider les patients à regarder l'autre différemment, ça va les relever eux. Par définition, je ne suis pas là pour le blessant, je ne le connais pas et je ne le verrai pas, mais pour le blessé, imaginez que l'autre n'est peut-être pas celui qu'on croyait et que, vu son histoire, je ne dis pas que c'était bien, je ne dis jamais que la blessure est bien, jamais, surtout pas, et j'insiste sur le fait que je sais que c'est pas bien, mais que. Et ça, j'ai constaté quand même un certain nombre de fois, et un nombre suffisamment important de fois pour penser que c'est vraiment vrai, ça marche. Inviter l'autre à changer de regard. Parce qu'en le restaurant comme possiblement pardonnant, acteur de sa vie, il retrouve sa liberté et sa responsabilité dans sa maladie. C'est parce qu'il devient acteur, on pourrait penser que parce que libre, il peut être acteur, c'est vrai, mais je pense que dans un certain nombre de cas, et surtout dans ces cas de gens hyper blessés, le fait d'agir un petit peu va leur redonner une certaine dignité, une certaine liberté, qui va renverser le cercle vicieux en cercle vertueux. Et ça, je trouve ça très encourageant. Je cherche le nom du livre qui a été écrit sur le tremblement de terre d'Haïti. Voilà, c'est Covey, je crois qu'il l'a écrit, où il dit, où il y a un infirmier qui, pour soigner les blessés du tremblement de terre, a 2 pots de désinfectant et 3 compresses. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas servir à grand-chose. Et qui fait dire à son infirmier d'avoir tenté, fût-ce inutilement, de faire quelque chose, ça m'a redonné courage. Et je crois que c'est ça, je crois que c'est un peu un message tout bêtement chrétien. D'inviter les gens à se relever, de cesser d'être la victime permanente, parce qu'en étant victime, ils payent la double peine. Il y a la blessure passée de X années, et en plus, ils sont en train de passer à côté de leur vie et de bousiller leur vie. Et ça, c'est insupportable. Quand on voit l'autre en face de soi se flinguer, on doit réagir. Je l'ai dit tout à l'heure, il a failli se fâcher, ça a failli déraper dans la consultation. Parce que moi, je devenais violent tellement ça me mettait les abeilles, quoi. Non, vous ne pouvez pas être père de famille à 30 ans et vous flinguer. C'est pas possible, enfin. Et puis je lui ai dit, je vous parle pas comme médecin, je vous parle avec mon cœur. Et là, j'ai vu le mec qui était prêt à se lever, à dégager, quoi. C'était limite, il a craqué, tout bêtement. Parce qu'il dit, on peut faire différemment. Mais en indiquant aux gens un chemin de liberté, on les rend acteurs. Et en les rendant acteurs, on leur donne un chemin de liberté. C'est vraiment une équivalence qui est enthousiasmante. Alors évidemment, de temps en temps, là, c'est le bon Dieu qui s'en mêle, les gens finissent par me dire « Mais vous voulez dire pardon ?» Là, je veux dire que j'y vais doucement, parce qu'il ne faut jamais se réjouir trop vite, et pas jubiler trop ouvertement,
Mais quand les gens commencent à faire ce pas, alors là, oui, c'est un plaisir rare, mais c'est un plaisir immense, parce qu'on va pouvoir leur indiquer un chemin que vous connaissez, puisque vous êtes dans cette pièce, ou que vous connaissez partiellement, ou que vous découvrez un peu, qui est le plaisir d'être aimé. Et le jour où vous pouvez faire sentir à un patient qui, depuis le début, comme cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne s'est jamais senti aimé, leur faire sentir que c'est l'amour qui va les libérer, c'est merveilleux. C'est une résurrection au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à une vraie vie. Et donc, à vous qui débutez dans vos vies, moi j'ai envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire que, parce que nous avons tous des blessures, c'est évident, évident. Ouais, alors de ce côté-là, je pense qu'on ne vaut pas plus cher les uns que les autres. Il y en a des qui ont plus souffert, mais il suffit parfois de petites blessures mal placées pour faire aussi mal et faire boiter le toujours. Mais j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à comprendre vos blessures, à les exposer au Christ. Alors les comprendre, ça passe souvent par une psychothérapie, pour comprendre. Ah, comprendre. Mais ensuite, c'est l'eau du Christ qui va vous laver. C'est celui-là qui va vous guérir. Et c'est une manière de participer à sa résurrection que de ressusciter maintenant. Et c'est en étant ressuscité maintenant que vous ferez ressusciter les autres maintenant. Et votre liberté, que vous soyez malade, mais on est tous malades. On peut faire le tour de table. On est tous malades. C'est ça qui nous permet de vivre et de faire vivre les autres. Et j'attends vos questions. Ou alors ils sont morts. Oui. Vous avez parlé de quelque chose et je trouve que c'est très vrai. On voit de plus en plus de la part des patients une obligation de résultat, alors que, en fait, finalement, si on remonte à la base, les médecins ont une obligation de moyens. Le personnel de santé a une obligation uniquement de moyens et pas seulement, et pas d'ailleurs, de résultats, même si c'est souhaitable, bien sûr. Oui. Et comment faire pour faire comprendre aux patients justement que finalement cette obligation de résultat, on n'a pas, parce qu'on est certes des prestataires de services, mais pas non plus comme chez Speedy. On n'est pas le bon Dieu, non plus. Alors, moi je leur demande si quand ils vont chez le coiffeur, ils n'ont plus de cheveux blancs à la sortie. C'est un truc que tu ne peux pas leur demander vu la teinte de tes cheveux, mais moi je peux. Et il dit, ah ben non docteur, ben écoutez, mais moi c'est pareil. Moi je vais réparer, ça fera plus propre. Ce sera bien, mais voilà. Il y a des gens qui me disent, ah, docteur, qu'est-ce que je peux faire comme sport maintenant? Vous faisiez quoi avant? Ah ben rien. Donc moi je suis chargé à 60 balais de les remettre au sport qu'ils n'ont jamais fait. Arrêtez vos bêtises, ça ne tient pas debout votre truc. Et ça c'est très constant. Là je pense, alors on subit deux choses à mon avis. Le jeunisme. Si vous regardez la photo de la nana qui est sur le journal des retraités, j'ai la chance d'avoir un marchand de journaux à côté de chez moi et quand je suis à vélo, je m'arrête au feu rouge et régulièrement, il y a la photo de, je ne sais plus, le temps de vivre, le journal des retraités. La louloute, elle a 40 balais, pas plus. Donc il faut arrêter de se foutre de nous. Donc on vend aux retraités une nana qui a 40 balais. Ben, elle n'a pas, voilà, oui, déjà, donc il y a un mensonge là-dessus. On pâtit des médecins eux-mêmes, parce que nous sommes capables de tout. Vous connaissez tous la différence entre Dieu et les chirurgiens, non? Ouais, elle tourne dans tous les blocs du monde. Ça, je l'ai entendu en Corée, celle-là, mais je la connaissais en France. C'est que jamais Dieu ne s'est pris pour un chirurgien. Voilà. Et donc, c'est vrai pour les médecins. Donc, on est capable de tout, on va vous remettre à neuf, vous allez voir, etc. Donc là, il y a de la publicité mensongère qui vient de notre part, mais on subit aussi la pression sociale du je suis tout beau, ça doit aller vite, ça, il faut que tout aille vite. Enfin, non.
Oui, mais par exemple, juste pour reprendre une situation pas si loin que ça, un patient qui fait une péritonite, vous allez pouvoir discuter avec lui et essayer de comprendre sa vie, au bout d'un moment, vous êtes quand même obligé d'accélérer. Ah bah oui, non, j'ai encore, enfin, jusqu'à maintenant, j'en ai pas laissé mourir parce que j'avais envie de discuter. Mais, je te raconte une histoire précise. Un petit monsieur adorable qui ressemblait à Einstein fait une métastase vertébrale, je l'opère une première fois et puis ça récidive quelques mois plus tard. Il commence à se paralyser. Il sentait que c'était cramé cette affaire. Et je lui ai dit, moi, il faut que je vous réopère. Normalement, si je maintiens la technique, je dois vous réopérer. Et il me dit, docteur, vous m'opérerez quand vous m'aurez dit ce qu'il y avait pour vous après la mort. Je dis, bon, on n'est pas couchés, les gars. Donc, je lui ai dit, écoutez, je lance le bilan comme si je vous opérais, parce que professionnellement, je dois. Et puis on discute. Bon, on lance le bilan, puis je prends le temps de discuter avec lui. À la fin de la discussion, il me dit, bon, écoutez, vous n'allez pas m'opérer. Par contre, vous allez téléphoner à mon fils pour lui expliquer la situation. D'accord. Bon, moi, ça ne me gêne pas, hein, c'est normal. Donc, je téléphone à son fils, et donc je ne l'opère pas. Et le monsieur repart chez lui pour, clairement, devenir paralysé et mourir. Il le savait, tout était bien clair entre nous. Et quelques semaines après, son fils m'appelle un dimanche matin. Je vois très bien la pièce où j'étais quand j'ai répondu, c'est il y a 20 ans au moins. Il dit, je vous remercie parce que vous nous avez permis de nous retrouver avant sa mort. Ce jour-là, j'avais vraiment fait du soin. J'avais pris soin de ce monsieur. Donc, bien sûr, moi je suis un technicien et j'y arrive, mais ce jour-là, j'ai mieux pris soin, c'est très clair, de ce patient que si je l'avais opéré. Donc, bien sûr, il faut garder la technique, je n'ai rien contre la technique et je développe tout ce que je peux, mais la technique, si on ne traite plus des humains, honnêtement, ça ne m'intéresse plus, quoi. Ça répond un peu ? Moi j'ai une question, vous avez parlé de la liberté des patients, mais aussi de la liberté des soignants, en disant que parfois la pression que peuvent exercer les patients, comme une pression de résultat sur les médecins ou autres soignants, ça a limité en fait la liberté des soignants. Mais vous avez aussi dit que les patients, c'était bénéfique pour eux de devenir de plus en plus acteurs de leurs soins, parce que ça les sort de ce cercle vicieux d'être une victime. Et actuellement, il y a de plus en plus de connaissances qui sont données de façon très large aux patients. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, les patients ils n'y connaissaient rien, ils disaient oui docteur, oui. Et maintenant ils vont sur internet, ils disent oui mais j'ai vu qu'il y avait marqué ça et tout. Donc d'un côté c'est bien pour la liberté du patient, mais d'un autre côté c'est mauvais pour la liberté des soignants. Donc est-ce que c'est quelque chose de bon ou pas ? Je crois que c'est bon toujours de prendre son patient pas pour un imbécile. Et quand il disait pas oui, d'ailleurs il disait amen. Parce qu'il nous prenait vraiment pour le bon Dieu. Donc c'est bon d'avoir un patient informé et que l'on prend pour une personne intelligente. Encore faut-il lui parler dans son langage. Parce que de temps en temps, ils te racontent de ce qu'ils ont vu sur Internet, mais ils n'ont rien compris au film. Moi j'en ai vu un qui un jour est arrivé avec la photo de la prothèse qu'il voulait que je lui mette. Docteur, c'est celle-là que j'ai vue. J'ai dit, moi je vais vous mettre 4 vis, il n'y aura pas de prothèse, et si vous n'en voulez pas, vous allez voir ailleurs. Parce que c'est là aussi où moi j'ai ma liberté et ma responsabilité. C'est que si j'accepte trop la pression du patient, je perds ma liberté et je vais faire une connerie. Donc il y a un équilibre qui se passe dans la parole. Je rappelle qu'en dehors du cas d'urgence, j'ai la liberté de ne pas traiter et d'adresser le patient à un confrère de mon niveau. Et j'attends certains corps de métier pour les envoyer chez un confrère. J'ai rien dit. Parce que, donc, du coup, pour vous, la liberté du patient, elle ne s'oppose pas à la liberté du soignant ? Non, elle doit se conjuguer. Oui. Si on est entre personnes intelligentes, on doit pouvoir se parler, se comprendre, parfois se friter un peu, mais ça, c'est pas gênant. Et même d'ailleurs, oui, je pense qu'en temps en temps, il faut se friter. Parce qu'il faut se faire comprendre et que quand l'autre n'a pas compris, il faut revenir, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un
qui intègre son traitement et qui va vouloir le suivre qu'un mouton de panurge qui râle. D'accord. Et donc un patient par exemple qui va me dire moi en connaissance de cause ma liberté c'est de ne plus vouloir vivre, je peux être euthanasié. Un médecin il peut lui répondre moi en connaissance de cause ma liberté c'est de vous adresser à un de mes confrères. Oui. Moi j'ai eu sur l'euthanasie j'ai eu Il y a plein d'autres exemples. oui mais tu vois j'ai un cas très personnel où j'ai dû agir moi-même et où j'ai accepté d'agir à la demande du personnel du service. J'ai agi, il y a longtemps, j'étais gamin, je devais avoir votre âge ou à peu près, quoi. J'ai assumé tout. Je ne l'ai toujours pas digéré. C'est pour ça que moi, les gens qui vont se prononcer et voter les lois sur l'euthanasie, je leur souhaite de venir pousser la seringue eux-mêmes. Ils vont arrêter de nous faire chier. Ça va être vite payé. Ce patient, en vous demandant de l'euthanasie, il n'a pas respecté votre liberté. J'ai accepté de le faire. Attention. Une des fiertés pour moi dans notre service, c'est que plusieurs patients ont choisi de venir mourir chez nous. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Alors pour le personnel, c'était très dur. C'était pas complètement facile à digérer pour moi non plus. Mais ils ont choisi en disant, on est bien chez vous, on voudrait venir mourir chez vous. Alors, on ne les a pas poussés à mourir, mais on les a accompagnés. Et on sait très bien que quand on accompagne bien des patients, comme on le fait dans les soins palliatifs, 99 fois sur 100, la demande d'euthanasie qui était le motif d'entrée disparaît. Parce que simplement, ils sont aimés. Si tu aimes le patient, après, il faut calmer la douleur, il faut faire ce qu'il faut. Mais l'euthanasie en soi-même disparaît. La demande disparaît. Une question qui traite frontalement de la liberté dans la maladie, dans un domaine un petit peu particulier. C'est les maladies neurodégénératives où quand les personnes, ou suite à un accident, perdent réellement leur liberté, leur capacité d'agir, de comprendre le monde. Il y a des exemples. L'exemple célèbre de ce monsieur qui s'était pris sa baramine à travers le cerveau, qui était contremaître, maître de chantier, incapable de diriger des hommes mariés, et puis qui du jour au lendemain est devenu colérique, incapable de planifier de sa vie, qui a complètement changé de caractère. Mais en fait, où est la liberté là-dedans? Où peut s'exprimer sa liberté? Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que sur les questions éthiques, c'était des discernements strictement personnels, parce que la position globale, après, elle va s'appliquer à la personne dans son cas. Une partie de la réponse est peut-être contenue dans Le Scaphandre et le papillon, vieux livre à lire, fait partie des trucs mystérieux, mais quelle puissance. Ensuite, quel accompagnement a eu cette personne? Accompagnement tous azimuts. Une des questions dans ce que j'ai abordé tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai cité, si dans la pression financière, dans l'algorithme qu'on va nous imposer ou qu'on essaye de nous imposer, la pression financière va être énorme. Ton mec, il va coûter très cher. Et ça, la société va nous dire oh, il faut le bourrer au neuroleptique et qu'il ne nous emmerde plus. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, la liberté, pour lui, ça va dépendre de l'accompagnement qu'on va lui donner pour qu'il soit le mieux possible et que peut-être il n'aura pas toute sa liberté. Bien sûr, aucun de nous n'a toute sa liberté, mais retrouver un espace de liberté au milieu de sa prison. Si tu vois ce que dit Etty Hillesum, qui au milieu de son camp de concentration te dit « Je ne suis pas complètement pas libre, car je suis encore libre de regarder le ciel. » C'est mystérieux, mais on ne peut pas, comme être humain, ne pas penser, ne pas espérer que cet être humain qui s'exprime, qui a ses colères, qui tout ça, n'a pas encore ce petit carré de ciel bleu dans la tête. Liberté très conditionnée, mais liberté quand même. Et je crois qu'il
il n'est de notre devoir de ne pas désespérer de cette possibilité-là pour lui. Mais je réponds avec prudence parce que ça suppose de connaître complètement la personne et d'en parler tranquillement avec lui, avec son entourage et tout. Mais tu vois un peu comment j'espère pouvoir voir ces choses-là. Je crois qu'on peut, et même probablement qu'on doit, réouvrir des espaces de liberté à toute personne qui est enfermée dans les séquelles de tel ou tel traumatisme. J'ai beaucoup travaillé avec les paratétraplégiques. Il y a quand même une femme tétraplégique qui m'a dit un jour « j'ai eu de la chance ». Moi, au début, j'ai pensé « j'ai eu de la chance de ne pas mourir dans l'accident ». Non, pas du tout. Elle a eu de la chance de devenir tétraplégique parce que ça lui avait ouvert la vie. Ça lui avait ouvert les yeux sur la vie qu'elle avait et que finalement, ce n'était pas ça la vie qu'elle voulait. Alors, on peut dire qu'elle a quand même perdu un peu d'espace de liberté et en même temps, elle a retrouvé une certaine liberté intérieure. Ça fait partie du mystère de l'humain. Mais moi, ça me donne de la niaque. Par rapport à ça, sans forcément aller dans des pathologies où la liberté, elle est finie au niveau moteur, par exemple, des gens paralysés, c'est vrai qu'il leur reste une liberté inférieure. Mais des personnes, par exemple, qui ont des pathologies psychiatriques, on se demande vraiment pour certains s'ils ont encore de la liberté, parce qu'il y en a certains, ils sont vraiment complètement aliénés dans la folie. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont encore de la liberté la question serait plus posable à l'aumônier de Charles Perrins, parce que je manque d'expérience là-dedans. De ce que j'en comprends, ils ont aussi un micro-secteur. Bien sûr qu'elle est aliénée, leur liberté, mais ils ont aussi un micro-secteur et parfois une désinhibition qui ressemble à la liberté. Parce qu'enfin, ils peuvent dire ce qu'ils n'osaient pas dire. C'est une petite digression sur l'Alzheimer. Je discutais avec un copain qui était dans les maisons de retraite et moi, c'est un truc qui me frappe, c'est beaucoup d'Alzheimer commencent par une dépression. Et en fait, l'impression que j'avais, c'était que l'Alzheimer était aussi, pour un certain nombre de cas, et là encore, pas de 100%, pas de 0, une manière de couper les ponts avec tout ce qui m'entrave. Alors, je m'entrave d'une autre manière en étant dans ma bulle, mais au moins, on ne vient pas me chercher dans ma bulle. Et c'est une parade, mais c'est aussi quand même un déclenchement. Et lui m'a confirmé ça totalement. Il dit, oui. On voit les gens qui... On ne peut pas prédire, puis là encore, c'est parce qu'il y a des gènes, c'est parce qu'il y a des machins, des intoxications, tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même un terrain qui est intéressant de ce côté-là. Un mec, de temps en temps. Allez, un mec. J'avais une question. Comment le milieu médical voit-il votre méthode en quelque sorte clinique qui n'est pas objectivante, enfin qui n'est pas forcément objectivante et de prime abord technique? Parce que par exemple, quand vous dites finalement que des phénomènes physiques peuvent avoir une cause qui justement ne l'est pas, qui ne ressort pas le mécanisme du corps, mais qui peut être psychique, psychologique, là on a une tendance justement des sciences dures qui vont le repousser au niveau des sciences humaines en disant ça c'est du domaine de la psychologie, de la psychanalyse, on ne s'en occupe pas, et nous on va essayer de trouver les causes mécaniques dans le corps qui font et les résoudre. Surtout, comment la réception de votre... Elle est variée, c'est-à-dire que en congrès, j'ai fait mon topo à peu près partout dans le monde. Donc j'ai testé et je me souviens très bien, la première fois que je l'ai fait à l'étranger, je l'ai fait au Mexique. Et à la fin du topo, silence. Le truc où tu te dis, ou ils n'ont rien compris, ou ils vont m'en foutre une. Et moi j'étais là, tu n'étais pas très à l'aise quand même, tu n'es pas dans ta langue, tout ça, tu vois, tu te dis... Et puis, à ce moment-là, il y a un anesthésiste qui a dit au chirurgien, mais ça ne te rappelle pas Madame Machin? Ah ouais, mais... Et l'autre, pam, 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 pam. C'est parti dans tous les sens. Ils avaient tous 10 personnes à me présenter.
parce qu'en fait, ça correspondait à ce qu'il savait. Et je l'ai fait, je te dis, je l'ai fait en Arabie Saoudite. Balancer ça en Arabie Saoudite, c'est complètement givré. Mais ça a marché pareil. En Italie, j'avais fait un schéma avec une tour de Pise. Et il y a un Italien qui m'a dit, mais ton truc, c'est plus vrai que ce que tu crois, parce que le haut de la tour de Pise, il est redressé pour pas qu'elle se casse la gueule. Et en haut de ma tour de Pise, j'avais mis la démarche spirituelle qui tenait la tour de Pise par le haut. Donc, ça marche partout. Donc, bien sûr, c'est une stratégie que les gens n'aiment pas parce que ça les remet, eux, en question. Et il est évident, quand je vous en parle, que si je peux vous en parler aussi librement, c'est parce que j'ai traversé la zone. Ben, et qu'au contraire, la blouse blanche te permet de ne pas être embêté par toutes ces scories qui viennent, tous ces virus qui pourraient nous atteindre du mal-être du voisin. Donc, bien sûr, ils n'aiment pas ça. Mais ils n'aiment pas ça, mais quand je le fais au cours des internes de Rachis en France, tous les 2 ans, je reçois des mails en disant « Mais c'était votre cours qu'on voulait, quoi. » Parce que c'est une évidence dans la réalité. Maintenant, le problème, c'est que pour mettre les mains dedans, il faut oser et que les gens préfèrent mettre des vis. Voilà, à peu près. Ouais. Alors, je vais essayer de formuler ma question le mieux possible. Je suis passée dans plusieurs stages à l'hôpital et je me faisais la réflexion que dans notre société, on n'est pas du tout capable de faire face à la souffrance et à la mort. Que ça nous, je pense que c'est quelque chose qui embrouille beaucoup de personnes et qu'on n'est pas capable d'accepter l'idée de se dégrader petit à petit et d'y trouver un chemin de liberté, de dignité et donc d'accepter la mort qui arrive. Et je me disais, mais bon, on est dans cette société-là, mais comment faire pour essayer de retrouver une autre vision justement de cette dégradation qui nous attend tous, sauf si on meurt d'un coup, etc. Et alors moi, j'y voyais comme un des éléments de réponse, et après je vous demandais, vous, quels sont vos éléments de réponse potentiels. Je me disais, mine de rien, le fait de séparer les générations et qu'on ne voit plus les personnes vieillir, etc., je pense que ça contribue à faire en sorte qu'on ne puisse pas accepter et appréhender notre dégradation vers la mort et accepter la maladie. Mais après, je me disais, bon, c'est sûrement pas, il y a sûrement plein d'autres facteurs. Et vous, qu'est-ce que vous voyez comme grand axe sur lesquels vous pouvez travailler ou faire en sorte d'avoir un regard La vérité vous rendra libre. Tant qu'on ment, on est coincé et ça devient insupportable. Le jour où on accepte que la nana sur le journal des retraités ait 70 ou 80 ans, on acceptera la mort, parce que c'est vrai. Tant qu'on mentira au maximum pour vendre des crèmes à la con, on n'acceptera pas. Alors, ton idée du transgénérationnel, complètement d'accord. Un inconvénient, c'est que ça fait vivre les vieux plus longtemps, donc ça va nous coûter plus cher. Mais c'est génial. On voit bien que progressivement, dans les maisons de retraite, on fait venir des écoles primaires et que les vieux sont super contents et qu'ils ont plus mal. Ils bouffent plus de médicaments. Donc tu as complètement raison, bien sûr. Mais il faut accepter le résumé, tout à fait d'accord sur ton moyen, mais globalement, soyons vrais. Et le jour où tu es vrai, tu acceptes. Alors, j'avais lu un bouquin de Colette Nice-Mazur, une femme que je trouve absolument magnifique, qui d'abord est magnifique physiquement. Et non, c'est une très belle vieille dame, très 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 belle. Et qui disait bien vieillir. Alors, elle a fait tout un bouquin. Et je ne sais pas si cette expression-là est d'elle, mais elle est dans un de ses bouquins. Bien vieillir, c'est accepter de perdre. Et également, dire, quand vous vieillissez, ne parlez plus des dernières fois, mais ne parlez que des premières fois. Autrement dit, je ne peux plus faire mes courses, c'est la dernière fois que j'ai fait mes courses toute seule. C'est la première fois que ma petite fille m'a emmené et m'a aidé à faire mes courses. Tung tung. Tu vois la différence ? À mon avis, c'est par des choses comme ça qu'on redonne de la qualité de vie et qu'on n'a plus peur de perdre, parce que perdre, c'est naturel. En y pensant, je me marre, parce qu'un jour, ma fille aînée m'a dit « Non mais laisse papa, on va le faire ». Traite-moi de vieux con pendant que tu y es. Et j'ai trouvé ça vachement mignon, virgule a posteriori. Et je ne sais pas si je l'ai laissé faire ou si finalement je l'ai fait moi-même. Mais je trouve qu'elle m'a enseigné.
Elle m'a enseigné comment vieillir. Bah, accepte de perdre, papa, qu'est-ce que tu nous chantes là? Ok, d'accord, fais. C'est une demi-réponse, mais je crois que nos réponses, c'est à chacun d'entre nous. Enfin, on ne peut accepter la mort globalement que si on accepte notre propre mort. Et tant qu'on aura ce schéma du « il n'y a rien après », c'est vrai que c'est pas très tentant. Il faut être honnête. Bah, voilà. Donc... En écoutant votre conférence, je me faisais la remarque suivante. En fait, le bon médecin, tel que vous le décrivez, ses premières qualités sont d'abord l'écoute, la compréhension de la personne qui est en face de lui, la volonté de le guérir, de le soigner, de le guérir, de le soigner. Et en fait, en dernier recours, on peut utiliser la technique. Quand tu dis guérir et soigner, c'est quand même grâce à la technique. D'accord. Rassure-moi. Parce que j'avais l'impression que vraiment la technique, c'était quelque chose qui arrivait après dans votre méthode. La technique est au service. Mais si elle est première, elle n'est plus à sa place. Clinicien, ça veut dire se pencher, s'incliner. Si tu ne te penches pas sur le patient, c'est foutu. Tu peux faire que des conneries. Tu vas faire de la technique. Mais la technique n'a pas de sens si elle ne s'applique pas à telle personne dans telle situation et d'abord à la personne. Qu'est-ce que vous voulez? Le Christ dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Si nous, on ne dit pas aux patients, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment profondément? C'est quoi? Si votre désir, c'est de rester malade pour que les enfants viennent vous voir, vous n'avez pas intérêt à ce que je vous guérisse. Sinon, vous êtes dedans. Donc, vous ne guérirez jamais. Et du coup, vous n'avez pas l'impression d'être un peu tout seul dans le désert quand même, puisque j'ai l'impression que les études de médecine sont très techniciennes, que l'hôpital qui se comporte maintenant a complètement mis le côté personnel des patients de côté. Alors, oui et non. Oui, d'accord pour les QCM et autres conneries, enfin, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale. On apprend la médecine en cochant des cases. C'est quand même assez attristant. Mais c'est un peu comme dans tout. Moi, je compte un peu sur la jeunesse qui, à mon avis, est moins bête que les vieux. Je me mets dans les vieux comme ça va. Mais non, mais on le constate. On constate, par exemple, que l'écologie fait est plus portée par des jeunes que par ma génération. Je crois que le côté humain, nous, on est quand même j'espère qu'on est au sommet de la décadence, mais enfin, on est en tout cas très décadent, notre génération. Et je pense qu'il y a ça et là des germes de gens qui se disent mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, j'y crois profondément. Quand je vois la tête que font mes internes, je suis plutôt optimiste, quoi. Hier, il était un peu déçu parce que quand même, il se disait, c'est la première consultation qu'il faisait avec moi, il s'est dit bon, on va voir un peu quelles sont les indications opératoires. Il n'en a pas vu une. Non, il n'était pas très content. Mais il était quand même scotché, quoi. Il dit, mais au milieu de la consulte, il me dit, mais vous les avez triés? Je dis, mais non, je ne les ai pas triés, moi. C'est pas moi qui prends les rendez-vous. Donc, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, parce qu'on voit les échecs, on voit bien qu'on va dans le mur. Donc, à moins d'être complètement débile, je crois que vous n'êtes pas débile et que vous allez vous en rendre compte. Tâchez de ne pas être aussi con que nous. Merci beaucoup. Allez, écoutez, merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir.